commence? Eh bien, écoutez, nous allons commencer. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents ce matin. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous présenter donc la 3e édition de HTID, qui est un événement européen à Paris et qui est supporté par Health Tech for Care. Health Tech for Care est un fonds de dotation qui a pour objectif de faire en sorte que toutes les technologies innovantes de la santé soient accessibles à tous les patients. Donc, entre le concept et le patient, il y a un certain nombre d'étapes à franchir et nous essayons effectivement, grâce à la dynamique de notre événement, de franchir ces étapes. Je voulais tout d'abord vous dire que cet événement est un événement à Paris, qui se passe à Paris et qui est un événement européen. La preuve, c'est que Thierry Breton, commissaire européen, sera présent cet après-midi pour appuyer notre démarche. Et Health Tech for Care a depuis le début bâti des collaborations fortes avec l'Europe, avec ici la présence de Jean-Marc, puisque depuis le début, nous organisons ensemble cet événement avec donc l'Institut européen des technologies. Et par ailleurs, cette année, nous avons établi des collaborations fortes également avec différents clusters européens en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Espagne et en Suède. Donc, nous confortons cette position européenne. Malgré tout cela, nous sommes certains que l'Europe va jouer un rôle majeur pour le développement de la médecine du futur, dans l'objectif que tous les patients aient les nouveaux traitements. Mais malgré tout, toutes ces entreprises européennes ont quelques problèmes pour aller jusqu'au marché et faire en sorte que les technologies soient accessibles aux patients. Et un des facteurs, et c'est pas le seul, mais un des facteurs qui nous handicape, c'est le financement, le manque de financement. Et HTID donne l'occasion pendant 2 jours de rencontres avec des investisseurs du monde entier. Et cette année, vraiment, on a un très très beau panel de 300 investisseurs internationaux et des entreprises européennes. Et on en a un peu moins de 160 qui viennent pendant ces 2 jours. Beaucoup seront en présentiel et certains en virtuel. Nous sommes très heureux du succès qui s'annonce pour ce 3e événement, puisqu'il y a 600 participants en présentiel qui vont venir pendant ces 2 jours et 800 connectés. Voilà, donc je vais ensuite passer la parole évidemment à Jean-Marc qui organise avec nous cet événement et qui a d'autres messages au niveau européen à faire passer. Et ensuite, je passerai la parole à 3 des membres de notre conseil, Christian Pierret, ancien ministre, Cédric Moreau, partenaire de Sofinova, et Christian Policard, qui a une grande expérience, je ne vais pas citer tous ses titres parce qu'ils seraient nombreux, mais qui a été un acteur majeur aussi dans le process de mise en œuvre de cet événement. Et ensuite, Monsieur Flamand, qui arrive de Belgique, Bioing, qui va nous parler de bioproduction. On va aborder 3 grandes thématiques autour des financements, évidemment, des nouvelles thérapies et toute, je dirais, la macroéconomie au niveau de la médecine du futur. Et puis, je pourrai répondre à vos questions. Merci. Merci Marie-Yvonne. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Marc Bourrès, directeur général d'EIT Health France. Je suis ravi de participer à nouveau à cette édition, 3e édition des Health Tech Innovation Days, co-organisée par EIT Health et Health Tech for Care. Donc EIT Health, c'est l'Institut européen d'innovation des technologies en santé. C'est une des communautés d'innovation de connaissances qui est supportée par la Commission européenne dans le cadre précédemment de H2020. Et comme vous le savez probablement, dorénavant, cette organisation est à présent placée dans l'un des 3 piliers de la Commission européenne, le 3e en l'occurrence,
qui s'intitule Innovate Europe, dans le cadre de Horizon Europe pour la période 2021-2027. Dans ce troisième pilier, vous retrouvez trois principaux instruments: le European Innovation Council, le European Innovation Institute of Technology, avec ses différentes communautés d'innovation de connaissances, la KIC Santé et Vieillissement étant l'une de ces KIC, et puis les écosystèmes clusters d'excellence européens. Il nous a semblé donc opportun et important de s'associer à cette initiative des HealthTech Innovation Days pour supporter HealthTech for Care, qui avait pour ambition de faire de cet événement investisseur un événement totem européen qui vise à réunir l'ensemble des acteurs de l'investissement dans les sciences du vivant en Europe et à l'international, et faire de cet événement à Paris une plateforme d'échange européenne et internationale pour pouvoir attirer bien sûr les investisseurs des biotechnologies, des technologies médicales et du numérique en santé, mais également de pouvoir adresser un certain nombre de sujets majeurs qui, à n'en pas douter, vont nous occuper dans les prochaines années suite à la crise Covid-19. EITL, cette année encore, à travers ce partenariat, va dévoiler un certain nombre d'éléments importants de notre roadmap stratégique, avec un point à date du lancement du Venture Center of Excellence, qui est le programme de co-investissement qu'on a développé avec le Fonds européen d'investissement, qui a été lancé l'an dernier pendant les HTID 2020, avec le soutien annoncé de la Commission européenne par la voix de son commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, qui, à cette époque, l'an dernier, avait annoncé l'engagement financier de la Commission européenne dans ce programme. Un an après, on fera donc le bilan de cette initiative. Et avec nos collègues du Conseil européen des biorégions et d'IIT Manufacturing, nous avons décidé de lancer il y a maintenant plusieurs mois, au mois d'octobre précisément, après le Call to Action qui avait été lancé par Thierry Breton, une vaste analyse des écosystèmes d'excellence en matière de bioproduction et de production de technologies médicales en Europe, pour comprendre les atouts de ces régions d'excellence et comprendre les opportunités qui s'offrent à nous pour créer des ligues européennes dans le domaine d'activité stratégique de la bioproduction. Voilà la raison pour laquelle on a décidé de poursuivre notre collaboration auprès d'HealthTech for Care et de vous présenter ces principaux accomplissements cette année. Je vais laisser la parole à Christian à présent. Merci beaucoup Jean-Marc. Je suis Christian Pierret, ancien ministre de l'Industrie, mais aussi administrateur de plusieurs sociétés de biotech. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence de presse, puisque nous sommes au lancement de notre travail de ces 2 jours, je voudrais, comme il est normal d'ailleurs lorsqu'on parle d'entrepreneurship, adresser un message sur la croissance et sur les perspectives qui s'offrent aux entreprises du secteur biotech, medtech, digital tech pour les prochaines années, et adresser un message aux entrepreneurs qu'ils peuvent espérer sortir de la période médiocre et pour certains d'entre eux négative qu'ils ont traversée au cours des 18 derniers mois ou disons au cours des 2 dernières années. On m'a demandé de vous parler, je le fais bien volontiers, du rebond de croissance qui va être le cadre dans lequel nous allons travailler. Pour la zone euro, la croissance attendue en 2021, les chiffres sont assez souvent révisés, donc c'est autour de ce que je vais dire que se trouve la probable vérité, mais pas forcément au 10e près. On va retrouver une croissance en 2021 de 4,8% dans la zone euro. C'est le premier message d'optimisme qui est vraiment une bonne chose après des chutes de croissance de l'année dernière qui ont parfois atteint 5%, voire plus. En 2022, les 4,5 devraient être atteints, entre 4,5 et 5%, ce qui aussi, au plan de la croissance du produit intérieur brut global, est une bonne indication pour les entrepreneurs de nos 3 secteurs. Et en 2023, la poursuite, peut-être à un rythme un peu plus lent, devrait s'effectuer. Donc le niveau de l'avant-crise pourrait se retrouver en fin 2022 et les perspectives de développement
sont particulièrement importantes parce que le secteur de la santé, et mon voisin de droite vient de l'évoquer, est une des priorités maintenant de la nouvelle croissance ou du nouveau paradigme de croissance qui est celui de l'Europe. Dans son discours sur l'état de l'Union, Madame van der Leyen a indiqué que la santé, le digital, l'alimentaire aussi, comment se nourrir autrement, mieux se nourrir, comment avoir une meilleure santé, comment préserver sa santé, comment la préparer. Toutes ces questions donnent une qualité différente au fond à la croissance. Et avoir un niveau global de croissance fort avec un changement qualitatif de la croissance, c'est la perspective, j'allais dire, idéale pour les secteurs qui sont les nôtres. Et je crois donc que dans la compétition mondiale, l'industrie européenne, pour ça qu'on a demandé à un ancien ministre de l'Industrie de venir, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me battre en faveur de l'industrie et en faveur de la place de l'industrie au sein du PIB. On peut aujourd'hui se réjouir de l'idée que c'est aussi l'idée européenne majeure de rétablir une industrie encore plus compétitive, plus offensive et assise sur l'investissement, la recherche et la propriété intellectuelle. Alors à ce point de mon exposé, il faut remarquer que la relance dont je viens de parler sera naturellement aussi destinée à satisfaire les besoins de consommation et les besoins de la population. Car la crise de la Covid a accentué un certain nombre d'inégalités qui demandent des politiques correctrices en matière de redistribution et en matière de consommation et de niveau de vie. Mais l'essentiel des messages qui viennent aujourd'hui de l'Union européenne et qui ont été repris par les différents pays, notamment les 3 ou 4 les plus importants d'entre eux au plan économique, la France en fait partie, l'essentiel du message est de dire qu'il faut mettre l'emphase, dirait-on dans un mauvais français, l'accentuation, il faut souligner la nécessité de l'investissement. Et c'est ça qui nous rend encore plus optimistes. Plus de croissance, mais aussi plus de croissance constituée par de l'investissement. Et à l'intérieur de celui-ci, constitué par de l'investissement en technologie et en technologie de rupture, appuyé sur un formidable développement digital que l'Europe a retardé, il faut bien dire, a pris avec retard, dont elle a pris avec retard l'importance et la conscience que le digital qui irrigue toutes les entreprises qui seront réunies ici au cours de ces 2 jours, va être clé et fait l'objet aujourd'hui d'une véritable politique européenne de soutien. Donc au sein de cette croissance plus forte, nous avons une croissance plus qualitative et la France participe de ce mouvement. On prévoit pour notre pays, je fais juste une petite parenthèse franco-française, en m'excusant auprès de notre ami belge de parler un tout petit peu de mon pays, ce serait un peu plus de 5% en France et en 2021 et un peu moins de 4,5% en 2022, avec une préoccupation que nous avons tous dans le monde entier développée, et je termine sur ce point, qui est de s'assurer que les liquidités, les formidables liquidités qui ont été très utiles pour éviter les faillites, les disparitions d'entreprises, qui ont été déversées dans le système mondial depuis bien avant la crise du Covid, mais plus particulièrement pendant la crise. En France, par exemple, on a la somme totale depuis le début de la crise Covid de crédits divers qui ont été, ou de créations monétaires diverses qui a été envoyée dans l'économie, ça avoisine 1 milliard par jour. 420 milliards. Ce qui veut dire que l'argent, avec cette rupture, au fond, de méthode qui a constitué à suivre ce qu'on appelait autrefois les quantitative easing, développé d'abord par les États-Unis et copié ensuite par l'Union européenne, a déversé beaucoup de liquidités. Et notre problème sur l'investissement, sur la R&D, sur l'innovation, sur la propriété intellectuelle, qui est le fer de lance du combat,
c'est que ces liquidités ne se perdent pas dans une finance qui finance une finance, mais allez plutôt s'investir dans la production industrielle. C'est l'enjeu, c'est le pari, c'est celui que nous faisons, car nous sommes des gens optimistes pour développer cette forme agressive et profitable à tous de croissance et d'investissement. Et donc, au moment où la Fed, la Banque fédérale américaine, s'interroge sur le fait de ne pas trop laisser aller l'inflation, qui sera un peu plus forte cette année et l'année prochaine, et donc de limiter par le rachat des obligations émises vraiment à bureau ouvert pendant des années, et particulièrement l'année dernière et cette année, que ce rachat ne fasse pas trop monter les taux d'intérêt et que nous puissions avoir une inflation un peu plus forte, car elle est nécessaire, à celle que nous avons connue au cours des 5 ou 6 dernières années, mais pas trop forte. Et donc, la régulation fine, le fine-tuning de la régulation de l'inflation doit correspondre à un retour très sain de la croissance et je réinsiste, à, je dirais, l'efflorescence de l'investissement et notamment de l'investissement en innovation de rupture. Et donc, je passe la parole à mon voisin qui, en matière d'investissement, est le maître français de l'investissement dans l'innovation. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce matin. Donc, je suis Cédric Moreau, associé chez Sofinova Partners. Donc Sofinova, c'est un leader du monde de l'écosystème Venture et Growth dans le domaine de la S-Tech depuis bientôt près de 50 ans. Et nous sommes ravis de supporter cette initiative HTID depuis les premières heures avec Maryvonne et toute l'équipe là autour de moi. Je suis d'autant plus heureux que je pense qu'on m'a demandé de parler des conséquences de cette crise sur un point de vue investisseur. Et je me dis au moins une chose, c'est que des événements comme HTID, il en faudrait plein d'autres. C'est vraiment le moment. Et donc, je suis encore plus fier d'être devant vous ce matin pour pouvoir vous parler. Alors, qu'est-ce qui a vraiment et véritablement changé avec cette crise du Covid d'un point de vue investisseur? Large question. Donc, quand on y pense, finalement, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est perception. Je pense qu'essentiellement, dans cette crise, c'est la perception du secteur qui a évolué très favorablement. Et il y a une forme maintenant de bienveillance, on va dire, vis-à-vis du secteur. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Bienveillance, support, soutien de la part, bien évidemment, des pouvoirs publics. Et Christian a parfaitement présenter toutes les initiatives et l'effort qui a été fait au niveau des gouvernements et même les initiatives européennes. Et puis, les acteurs, les investisseurs privés, comme Sofinova, je peux vous dire qu'il y a eu énormément d'activités, de soutien vis-à-vis du secteur et un appétit, on va dire, renouvelé, renforcé par cette crise. Et finalement, ce n'est pas une grande surprise, puisque si on regarde très objectivement les moteurs de croissance de cette industrie, si on peut en mentionner 3 par exemple, on se rend compte de l'importance de ce secteur et de la croissance qu'on peut y puiser et développer. Bien sûr, ce qui me vient à l'esprit, c'est premièrement l'innovation. Donc on a tous entendu parler de BioNTech, donc une biotech allemande sur le sol européen qui finalement, et n'ayons pas peur des mots, nous a sauvés. Je crois que si on n'avait pas de vaccin aujourd'hui, on ne serait pas dans cette salle. Et donc l'innovation inhérente à ce secteur, qui est vraiment dans l'ADN du secteur S-Tech, a pris toute sa place, toute son importance, toute sa visibilité, et qui évidemment la perception de l'innovation dans le secteur, qui sont des cycles particulièrement longs et risqués, on se rend compte que in fine, ça peut avoir
un impact même mondial. Et impact, c'est ma transition avec le deuxième point. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à l'investissement sans penser au côté impact. Et quoi de plus important que de développer des thérapies, des diagnostics pour amener une meilleure qualité de vie aux patients, pour les traiter, pour les aider. Et je crois qu'on s'est rendu compte là aussi de l'importance de ce secteur sur un aspect je dirais un terrain de jeu planétaire. Et ce côté impact, pour moi, a pris toute son essence lors de cette crise. Donc, innovation, le côté impact, et puis la résilience de ce secteur-là. Sur un point de vue tout à fait marché, l'année 2020 a démontré une surperformance massive du secteur de la S-Tech. Quand le monde s'arrête, la S-Tech continue. Et ça, je crois que c'est, d'un point de vue investisseur, aussi quelque chose qui a été beaucoup mieux perçu et qui a été une réalité éclatante aux yeux de tout le monde et qui a expliqué aussi pourquoi ce secteur-là a drainé toute l'attention de ces derniers mois. Et donc, au global, quand on résume tous ces points-là d'innovation, de côté impact, de résilience de ce secteur-là, eh bien, comme l'a dit parfaitement Christian, le secteur de la santé a repris ses lettres de noblesse, on va dire, et s'est positionné comme une priorité numéro 1 dans laquelle on doit investir et qu'on doit continuer à encourager et à développer. Et donc, c'est une transition toute naturelle vers ce qui nous réunit ce matin autour de ces S-Tech Innovation Day, et parce que finalement, c'est ce qu'on essaye de réunir en 2 jours avec toutes les parties prenantes de ce secteur-là et de faire en sorte que, de réunir. Cluster a eu quelque part un côté un peu péjoratif pendant ces derniers mois, mais ici, de créer un cluster qui est vraiment stimulant et énergisant quelque part, je crois que c'est vraiment toute la mission de ces 2 jours et de HTID. Et là encore, si je devais mentionner les parties prenantes importantes, ce qui me vient, je veux dire, à l'esprit, c'est évidemment la science. On peut rien faire sans science. Et aujourd'hui, on a plus de 150 sociétés qui ont été triées sur le volet, notamment grâce à Christian, qui a fait partie de la commission de sélection. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de science, de la belle science, de rupture, qui va nous accompagner pendant ces 2 jours, qui va se présenter. Alors ça vient de la pharma, ça vient de la biotech, ça vient de la medtech, ça vient de ce qu'on appelle les services, mais aussi du digital, de la S-Tech. Donc toutes ces belles sociétés vont venir présenter leur science et ça c'est vraiment un point essentiel. Maintenant, la science, est-ce que c'est suffisant? C'est nécessaire, mais probablement pas suffisant. Il nous faut des talents. Des talents pour exactement ce que disait Marie-Yvonne, transformer cette science comme vraiment produit, thérapie, accessible à tous, aux patients. Et je crois qu'on a une douzaine de tables rondes lors de ces 2 jours avec des experts du monde entier d'ailleurs, qui vont venir et qui seront quelque part les ambassadeurs de tous ces talents dont on a besoin pour transformer ces concepts, ces idées en véritable produit et qui peut changer évidemment la vie des patients. Et puis je vais pas m'oublier, donc je pense que comme on l'a dit, il faut quand même mettre un petit peu de fuel dans tout ça pour faire avancer la machine. Et donc les investisseurs, le capital, investisseurs spécialisés, dédiés, quelque part un petit peu sophistiqués, qui permettent évidemment de comprendre, mais de développer cet écosystème S-Tech. C'est absolument nécessaire et de participer à des interactions.
puisque c'est ça aussi HTID, c'est cette capacité à faire interagir des investisseurs avec des grosses sociétés, avec des plus petites, participer à des tables rondes, avoir des experts qu'on peut rencontrer au détour d'un couloir. Et donc c'est en ça que aussi d'un point de vue investisseur, on peut créer les conditions propices à cette énergie, à cette synergie pour développer cet écosystème. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, chez Sofinova, on est de façon quotidienne en interaction avec ces investisseurs internationaux. Donc on les a mentionnés, 600 présentiels, 800 connectés. C'est notre pain quotidien d'échanger, de partager des opportunités d'investissement. Et je peux vous dire que lorsqu'on partage des opportunités en Europe, et qu'on leur montre un petit peu le potentiel, très rapidement, ils voient effectivement toute la richesse qu'on a sur ce sol européen et sont la plupart du temps ravis de venir à nos côtés autour des tours de table pour développer nos magnifiques sociétés européennes. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Encore une fois, merci de votre présence et je suis ravi de passer la main et la parole pour, je crois, parler un petit peu de toutes les initiatives. Merci beaucoup, Cédric. Dans la droite ligne de ce que vient de nous partager Cédric, il est évident que s'agissant du fuel, comme ça a été mentionné, à apporter à ces jeunes sociétés innovantes, que ce soit dans le domaine des biotechnologies, des technologies médicales ou du numérique en santé, l'enjeu, évidemment, et vous l'aurez compris, c'est de pouvoir apporter suffisamment d'investissement en capital risque à ces sociétés européennes dans leur développement et leur croissance. C'est un enjeu stratégique, vous l'avez compris, et c'est la raison pour laquelle l'an dernier, nous avons annoncé le lancement officiel du Venture Center of Excellence, qui est le plus gros programme de co-investissement jamais lancé en Europe, qui vise à permettre à l'ensemble des sociétés basées en Europe et des investisseurs sectoriels de disposer de davantage de moyens financiers pour pouvoir le faire. C'est un programme qui vise à catalyser près de 2 milliards d'euros de capacité de co-investissement. C'est en tout cas la promesse qu'on a faite l'an dernier, en octobre, durant les HTID édition 2020. Il vise à regrouper entre 15 et 20 investisseurs sectoriels que sont les sociétés de capital risque, donc les fameux VC, Venture Capital Firms, sélectionnés en Europe après qu'ils aient candidaté à l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé en janvier 2021, et de les associer à 15 à 20 corporates industriels qui, ensemble, désirent collaborer pour bénéficier de l'opportunité de co-investir, d'investir en direct, d'engager des collaborations de type Open Innovation, d'engager des collaborations stratégiques R&D, de faire du business développement également, ou des acquisitions. Et le but est de s'assurer que ce programme puisse durer dans la durée, si je puis dire, et de faire en sorte que l'investissement en capital soit patient et on puisse accompagner les sociétés qui seront investies sur des périodes de temps longs. Le programme en question va durer 15 ans. Il a été initié par le Fonds d'investissement européen et par EIT Health à travers la signature d'un accord de partenariat stratégique en décembre 2020, quelques mois après l'annonce par Thierry Breton, durant les HTID 2020, de l'engagement de la Commission européenne, l'engagement financier en tant qu'investisseur institutionnel dans ce programme. À noter également que Paris est perçu comme une place financière importante dans ce programme au niveau européen, puisque la région Île-de-France a souhaité installer l'équipe opérationnelle et le siège opérationnel du Venture Center of Excellence à Paris, dans le nouvel incubateur de l'Institut du cerveau, en l'occurrence, entre Station F et la Pitié-Salpêtrière. Et donc la région Île-de-France soutient financièrement l'installation du siège à Paris pour opérer ce programme à l'échelon européen. À l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en janvier 2021, où en sommes-nous aujourd'hui? On avait promis la capacité de catalyser près de 2 milliards d'euros de co-investissement. À l'heure où on se parle, 8 premiers fonds ont déjà été sélectionnés après leur candidature et le due diligence qui a été instruit avec nos collègues du FEI. Et à fin juillet 2021, on a sélectionné les 8 premiers fonds dont la capacité totale de co-investissement est de 1,7 milliard d'euros.
dans lesquels la Commission européenne, le FEI et le programme VCOI ont investi 450 millions d'euros de dotation financière dans ces 8 fonds sélectionnés. Ce sont des fonds présents en Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans les pays scandinaves. Aujourd'hui, 5 industriels ont souscrit au programme et ont décidé de s'engager dans ce programme. Je ne vais pas détailler les aspects techniques dans la façon de souscrire au programme, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, d'ici au 1er décembre 2021, qui est le premier closing attendu, on devrait pouvoir fédérer une dizaine d'industriels dans le programme, ce qui nous permettra de sélectionner une dizaine d'autres fonds d'investissement avec une prochaine sélection qui aura lieu fin octobre. Si on n'a pas réussi à sélectionner une dizaine d'industriels en plus dans le programme, évidemment, on étendra la période d'investissement jusqu'à juin 2022 pour accueillir les partenaires industriels qui souhaitent s'associer au programme. Donc vous l'avez compris, en fait, le programme il est extrêmement simple, complexe sur son mécanisme, mais simple sur ses fondamentaux. Il vise à adresser des défaillances de marché qui ont été observées par le passé, c'est-à-dire apporter suffisamment d'argent aux investisseurs métiers du secteur des sciences de la vie, biotechnologie, technologie médicale et numérique en santé. Et ces investisseurs métiers, ce sont les VC. Donc le rôle du Fonds d'investissement européen est bien de façonner le marché européen des VC pour les rendre plus musclés, plus robustes, plus solides dans la compétition internationale s'agissant d'investissement dans les sociétés biotechnologiques et technologies médicales, incluant le digital santé. Sachant que la santé, pour le Fonds d'investissement européen, c'est leur deuxième secteur d'activité stratégique en Europe, après le Green Tech. Donc la santé compte pour le FEI, à n'en pas douter. L'enjeu, évidemment, c'est de s'assurer que ces VC puissent collaborer étroitement avec les industriels, puisqu'il a été démontré qu'une société biotech, medtech ou digital health qui est co-investie, ou en tout cas qui est soutenue par un acteur industriel dans son développement, a une performance et une chance de succès 50% supérieure aux autres sociétés dans ses phases de développement international et dans son accès marché en dehors de l'Europe. Donc la collaboration avec les industriels est fondamentale, qu'ils investissent en direct, qu'ils co-investissent ou qu'ils se contentent de convenir d'accords de collaboration stratégique, d'accords de business développement ou d'open innovation, accords stratégiques avec ces sociétés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est systémique, qui s'inscrit dans la durée, puisque le programme va durer 15 ans et vise à investir près de 200 sociétés en Europe prometteuses qui pourront devenir les futurs champions européens, les futurs NT Biotech qui viennent d'être mentionnés par Cédric. Vous l'avez compris, c'est un enjeu stratégique pour l'Europe, il était temps d'agir. L'ambition, vous l'avez évidemment saisi, c'est de s'inscrire dans une démarche qui place l'Europe face aux États-Unis et à l'Asie dans une position plus robuste et plus pérenne. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on souhaite entrer en compétition avec les États-Unis. Non, au contraire, on souhaite s'associer aux investisseurs américains, mais on souhaite donner plus de chances aux sociétés européennes d'investir plus massivement dans les sociétés basées en Europe. Donc il est évident que les investisseurs américains sont les bienvenus dans ces co-investissements. Mais en tout cas, il est également clairement affiché aujourd'hui que l'Europe a pris conscience que la santé est un secteur stratégique pour ces sociétés prometteuses, start-up et PME européennes. Je vais laisser à présent la parole à mon collègue de gauche. Est-ce que vous voulez que j'introduise l'un des grands plans majeurs également sur les enjeux technologiques de demain, s'agissant de... Sur le ERA. Oui. Allons-y. Autre initiative clé majeure, elle sera notamment évoquée à plusieurs reprises à l'occasion de tables rondes durant ces 2 journées. Vous le savez, Thierry Breton en octobre 2020, puis vous l'avez évoqué Christian dans le discours de l'État de l'Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que la santé était une priorité stratégique. Et à l'époque, le président Macron d'ailleurs avait annoncé qu'il était temps que l'Europe se dote d'une agence qui soit comparable à la BARDA. C'est chose faite. Tout récemment, la semaine dernière, la Commission européenne a annoncé le lancement officiel d'une agence de préparation et de réponse aux crises sanitaires qui vise à équiper l'Europe des moyens nécessaires, à la fois financiers, structurels et organisationnels, pour lutter contre les crises majeures en matière de santé. Cette agence, c'est vraiment important de le comprendre, elle est rattachée directement à la Commission européenne. Elle entrera en vigueur officiellement au 1er janvier 2022, sera dotée financièrement de 6 milliards d'euros
pour la période 2022-2027 pour son fonctionnement et sera doté de 25 milliards d'euros de dotation financière pour le lancement d'initiatives stratégiques concrètes avec les autres programmes européens qui figurent dans le programme Horizon Europe, à savoir EU for Health, Innovative Medicine Initiative, les plans de relance industrielle, notamment le PIEC Santé, les partenariats importants d'intérêt européen commun, par exemple, pour laquelle la France a décidé de se lancer de façon assez musclée dans le PIEC Santé, mais également les programmes du pilier Horizon Europe, pilier 3 Innovate Europe, à savoir le European Innovation Council, EIT Health et ou EIT Manufacturing. Cette agence a pour ambition de fonctionner sur 2 modes. Un mode temps de guerre, un mode temps de paix. Le mode temps de guerre, on l'a connu. C'était la crise Covid-19. Il fallait réindustrialiser l'Europe, relocaliser des chaînes de production, produire massivement des vaccins. Le temps de paix, on va le connaître. L'agence n'a pas l'intention d'être une agence dormante en temps de paix. Elle visera à restructurer l'écosystème de production industrielle en matière de technologie médicale, d'intelligence artificielle et de production de biomédicaments innovants et de thérapies avancées pour l'Europe pour les 20 prochaines années. Je vais vous laisser la parole. À présent, Christian, pour la suite. Merci Jean-Marc. Je reprendrai une de vos formules tout à l'heure dans quelques secondes dans votre exposé. Il était temps un peu de se réveiller pour la France au sein du programme européen dont vous avez souligné tout l'intérêt, et reconnaître un petit peu le retard qu'on avait pris dans ce pays, ici dans l'Hexagone, qui figure dans le top 3 des pays européens biotech, medtech, digital tech, mais qui a pris un peu de retard. Le chiffre était un peu ennuyeux, 17% des sommes de crédit, de l'ensemble des crédits à la recherche au cours des dernières années consacrés au secteur dont nous parlons aujourd'hui. C'était un peu faible. Et donc, reconnaître ce retard, c'était autant s'engager à un effort budgétaire important et à essayer de trouver des synergies, naturellement, entre le financement privé, qui est essentiel, et les incentives publics qui peuvent déclencher souvent un effort salutaire. Alors, l'effort budgétaire nouveau, il a été annoncé à la suite du CSIS du milieu de l'année 2021 par le président de la République, qui vraiment a demandé au gouvernement et à l'ensemble des Français de consacrer jusqu'à 7 milliards d'euros sur 5 ans, qui s'ajoutent en partie seulement, mais qui s'ajoute aux efforts remarquables déjà accomplis dans le pays. Je pense au crédit impôt recherche, sans lequel 93% des petites entreprises ne pourraient pas vivre. C'est la statistique, je parle sous le contrôle de Marie-Vonne, qui avait été sortie par HTID il y a 3 ans. Et qui s'ajoute aussi au statut favorable, très favorable, plus au monde des jeunes entreprises innovantes. Et l'importance de cette mobilisation se fera à travers, dans le droit fil de ce que vient de dire Jean-Marc, à travers les programmes d'investissement d'avenir qui verront donc, spécialiseront les 7 milliards dont je viens de parler dans différentes sous-branches, notamment les 3 branches prioritaires du biomédical qui sont les maladies infectieuses émergentes. On voit pourquoi. C'est logique. Les biothérapies qui recueillent beaucoup de succès, notamment, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la science française dans ce domaine est excellente. Et la science européenne est sans doute tout à fait au niveau comparable des États-Unis et de la Chine. Et les biothérapies, donc, et enfin la santé numérique. La nécessité aussi était soulignée par le président de la République de simplifier, car nous avons, c'est une vieille tradition française qui remonte à plusieurs siècles,
Nous avons la tendance d'avoir beaucoup d'agences d'abord. On vient en créer une pour la santé, mais on a beaucoup d'agences, on a beaucoup de procédures administratives et on a beaucoup d'overlap sur toutes les procédures, des crédits d'avenir, des PIEC à la française, bref, on a une profusion de fonds. J'ai connu une époque d'ailleurs où, c'est une petite anecdote pour mettre un peu de sourire dans notre début de matinée, où on se plaisait à recycler les mêmes crédits plusieurs fois de suite sous des présentations différentes. Alors, je sais que le gouvernement souhaite à juste titre, qu'on arrête de faire comme ça et que quand on dit qu'on annonce 7 milliards, c'est vraiment plus 7 milliards et non pas un recyclage de présentation. On change le paquet, mais le fond était le même. Alors, ça sera plus comme ça. Promis, juré. Et donc, on va vraiment lancer une politique de rattrapage et d'incitation massive à ce que ce top 3 devienne pour nous le top 1. Et nous l'espérons. Donc, j'avais mis un titre à ma petite intervention, La France, première nation européenne innovante et souveraine. Tu as parlé, Jean-Marc, de la relocalisation, qui est un des objectifs, à vrai dire, très difficile, très difficile à conquérir, mais c'est un bon objectif parce que ça mobilise les énergies. On s'est aperçu qu'un certain nombre de produits de base élémentaires dans la lutte contre le Covid n'étaient plus du tout fabriqués en Europe. Et donc c'est un signal d'alarme. On a dit au niveau européen, je le dis au niveau français, de ce qu'il faut faire maintenant. Vraiment, il faut se retrousser les manches pour être les premiers dans 2-3 ans. Et donc je viens donner la parole à un autre Européen convaincu, Marc Deschamps, qui va expliquer comment, lui, il voit les choses dans sa propre dynamique. Merci beaucoup, Monsieur Pierret. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, mon nom, vous l'avez compris, c'est Marc Deschamps. Marie-Vonne, pas flamand, mais je suis à moitié flamand, je vous rassure. Donc, pas de souci. Je suis ici, en fait, à 2 titres. Je représente le pôle de compétitivité wallon, donc au sud de la Belgique, la partie francophone, pôle de compétitivité dans les sciences de la vie et la santé. Et je suis également président du Conseil européen des bioregions, des régions vraiment très spécialisées dans le domaine du développement biologique. Et alors, en ce sens, nous représentons plus ou moins 40 bioregions en Europe, bien sûr en France, en Espagne, en Italie, mais aussi tout ce qui est pays scandinaves, le Benelux, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Europe, mais qui est toujours associé. Et nous nous développons également dans l'Europe centrale, qui a de très belles initiatives dans ce domaine pour le moment. Et la Suisse est également partenaire. Alors, comme vous l'avez compris, on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui de résilience européenne, de souveraineté européenne. Et la question est finalement, le sommes-nous? Je pense que la crise de Covid-19 a bien montré que nous ne maîtrisions pas malheureusement ce secteur à l'heure actuelle, qui est un secteur d'avenir. Cédric, tu l'as bien mentionné, c'est vraiment le secteur où, si pour le moment on a 4 thérapies sur 10 dans le marché pharmaceutique qui sont des bioproducts, c'est 20% du marché pharmaceutique en valeur pour le moment, mais ceci va doubler très rapidement. Et je te reprends également une de tes expressions. C'est vrai que dans le domaine de la bioproduction, le processus de bioproduction est le produit. Et donc, vous devez comprendre que cette bioproduction est extrêmement importante parce qu'on va produire des cellules, de l'ADN. On a parlé de BioNTech, c'est l'ARN messager. On va produire des vecteurs viraux et autres. Et donc, quand on voit la vie d'une biotech qui va faire un développement clinique, mais en parallèle, doit développer également le processus de fabrication pour permettre d'avoir un produit de plus en plus pur, avec des rendements de plus en plus élevés, et si possible, à la fin, avec des coûts de production qui sont les plus faibles possibles, de manière à rendre ces thérapeutiques abordables pour le patient. Alors, il y a eu beaucoup d'enseignements avec cette crise Covid. On a beaucoup cité
Monsieur Breton, qui a pris des initiatives pour augmenter la capacité de production européenne en termes de vaccins. En tant que Conseil européen des bioregions, nous avons organisé avec d'autres partenaires ce qu'on a appelé le matchmaking, l'événement matchmaking, pour mettre en contact des gens qui étaient non seulement très importants en fait dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi ceux qui pouvaient produire les substances qui sont à la base des vaccins et se faire sortir un peu l'industrie pharmaceutique de son propre réseau. La même initiative a été prise, cette fois-ci aussi, non seulement avec M. Breton, mais avec Mme Kyriakides, avec l'IME et d'autres, pour développer des thérapeutiques Covid-19. Parce que, nous le savons tous, tout le monde n'est pas vacciné, et donc il faut pouvoir traiter également les patients qui sont porteurs de cette maladie et essayer d'éviter au maximum le renvoi dans les unités de soins intensifs pour toutes les bonnes raisons que vous connaissez. Et toujours dans le cadre de CIBA, nous travaillons aussi pour le moment sur un pré-projet qui permettrait de pouvoir identifier le plus vite possible des problèmes de rupture dans la chaîne d'approvisionnement, parce que vous avez besoin d'un grand nombre d'éléments, un grand nombre de matériel de base, et pas seulement, on pourrait dire, de substances, mais aussi ce qu'on appelle des disposables ou des plastic bags qui permettent en fait de faire cette production ici. Et un des enjeux majeurs, et ça a été bien expliqué dans le contexte de la HERA Agency, va être de pouvoir maîtriser cette chaîne d'approvisionnement et pouvoir essayer au maximum de pouvoir en fait redynamiser cette bioproduction en Europe de manière à pouvoir de nouveau saisir l'opportunité qu'elle donne à notre communauté européenne. Alors de nombreuses leçons ont été tirées et nous avons décidé, Jean-Marc l'a mentionné, de faire un panorama du biomanufacturing en Europe, c'est-à-dire sans avoir la prétention de faire une étude tout à fait exhaustive et de se dire finalement de quoi parlons-nous. Et nous avons décidé de regarder ça sous trois aspects: les aspects d'innovation, comme Cédric l'a mentionné, les aspects talent, ça a également été mentionné, et les aspects croissance de ces sociétés, le scale-up, comme on dit en anglais. Et sous deux vagues, en fait, une première vague qui reprenait les pays comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Benelux et les pays scandinaves, et s'associe maintenant, et ça va être très, très, très bientôt publié dans sa globalité, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse et les pays de l'Europe centrale. Donc aujourd'hui, nous publions ce rapport avec la première vague. Et qu'en est-il en fait des grands enseignements ? La première chose au niveau de l'innovation, on l'a bien dit, l'innovation en Europe, elle existe même très bien, même dans la capacité d'améliorer les processus de production pour les produits biologiques. En général, dans les régions qui sont fortement développées dans le domaine, la région supporte bien les débuts de cette innovation. Néanmoins, il faut faire plus. Il faut faire plus parce que, clairement, comme je l'ai dit, on doit améliorer ces processus de bioproduction. C'est très difficile pour l'industrie pharmaceutique aussi de devoir arrêter des chaînes de production pour passer à des outils de production beaucoup plus modernes, qui sont totalement contrôlés, qui sont digitalisés, qui permettent même un monitoring et un release, excusez-moi pour l'anglais, de batch à distance. Mais c'est aussi valable pour tout ce qu'on appelle les CMO et les CDMO, qui sont indépendants de l'industrie pharmaceutique, mais qui produisent pour les biotech, qui produisent également pour l'industrie pharmaceutique. Donc là, il va falloir pouvoir, si on veut être résilient dans le domaine en Europe, pouvoir supporter ces sociétés qui développent cette innovation. Alors à côté de ça, il y a les talents. Et quand on parle de bioregions, moi je constate que chaque région est en train de développer ou a déjà développé des plans d'attraction de talents. Ce qui est très bien, parce que la fertilisation croisée va apporter certainement un plus dans ce domaine. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne produit pas assez de talents. Et donc, on passe son temps à, entre guillemets, se les voler l'un l'autre. Et donc, plutôt que de mettre toutes les ressources en commun et de continuer à développer les talents, je vous donne un exemple. Rien que pour la Wallonie, nous devons recruter 2500 personnes dans les 3 prochaines années pour pouvoir uniquement répondre aux besoins actuels, sans savoir comment tout va se développer. Eh bien, donc, ce que nous proposons, en tout cas comme recommandation
dans le rapport et dans le panorama, c'est de pouvoir mettre un maximum toutes ces initiatives en réseau. Par exemple, vous avez le Digital Campus ici dans la région Île-de-France, vous avez le European Biotech School and Health Hub qui se développe en Belgique. Pourquoi ne pas faire une sorte d'Erasmus+, ou quelque part d'association européenne de développement de talent qui nous permettrait de pouvoir mutualiser les forces et développer beaucoup plus de talents dans le futur. Et alors, il reste un point extrêmement important qui est la croissance des entreprises. Alors, on l'a dit, on a beaucoup d'investissements étrangers, et essentiellement des investissements étrangers, américains ou asiatiques, dans le domaine de la bioproduction. On est très heureux d'avoir ces investissements, parce que sinon, on n'aurait pas le développement qu'on connaît maintenant. Mais en termes de résilience et d'autonomie européenne, vous avez bien compris que la propriété intellectuelle et le centre de décision n'est plus chez nous. Et quand je parle depuis chez nous, je pense que la crise du Covid l'a bien montré, ne fût-ce qu'avec les États-Unis ici. Et donc, il y a un point extrêmement important. Comment nous pouvons, en fait, ici en Europe, pouvoir supporter la croissance de ces entreprises, de ces CMO, de ces CDMO, qui vont être capables de pouvoir répondre aux besoins de l'agence ERA, qui vont être capables de répondre aux besoins du marché qui est en plein développement et qui vont nous permettre d'être beaucoup plus résilients. Et là rentre évidemment en discussion le fait que d'un côté, les VC, Cédric, tu me contrediras pas, investissent essentiellement dans le développement de thérapeutiques, mais très peu dans la production de ces thérapeutiques. Donc ça, c'est un point qui est une difficulté supplémentaire. Donc il faut vraiment regarder des outils, comme Jean-Marc l'a cité, et vous, M. Perret aussi, les PIEC, le Venture Center of Excellence, mais peut-être sous une forme plus adaptée à la bioproduction. Toutes les initiatives, on l'a dit, l'agence CERA et toutes les initiatives européennes, pour pouvoir assurer la croissance de ces sociétés et finalement avoir cette industrie de bioproduction en pleine croissance, en pleine activité en Europe, capable de répondre à des futures pandémies, mais capable de répondre aussi au développement de ce marché qui peut être un des fleurons de notre Union européenne dans un futur très proche. Voilà, donc je me fais plaisir maintenant de passer le micro à mon voisin, Christian Poliquer, qui va vous parler, lui, beaucoup plus de sujets d'actualité, on va dire. Je vais vous parler de ma vie. Donc, si vous voulez, moi, je voulais un peu situer le problème de l'épidémie et la réaction de l'industrie par rapport à l'épidémie. Alors, vous verrez pendant les tables rondes, toutes les tables rondes sont plus ou moins, traitent plus ou moins de ce sujet, c'est-à-dire de l'influence de l'épidémie sur ce qui s'est passé dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la création d'entreprises, dans le domaine de l'investissement. Moi, je voulais vous parler un peu de mon expérience vécue depuis maintenant, je crois, 50 ans dans le domaine de l'industrie des biotechnologies, depuis mon doctorat. Donc, si vous voulez, moi j'ai vécu pendant de nombreuses années un sujet qui était que l'industrie ne s'intéressait pas beaucoup donc aux infections du fait qu'on considérait que les problèmes des grandes épidémies, c'était un problème qui était pratiquement traité, que ça ne se passerait plus. Et puis, moi, j'ai vécu l'arrivée du sida. Il y en avait eu quelques autres avant, mais enfin, le sida, où j'ai eu le plaisir et la difficulté d'être à la tête de l'équipe qui a développé le premier test dépistage. J'avais connu l'hépatite, mais ce n'était pas vraiment une épidémie. Et puis ensuite, il y a eu la vache folle en France et puis en Europe. Et puis il y a eu la grippe aviaire, il y a eu le SARS, où j'étais directeur de Pasteur, enfin un des directeurs de Pasteur à l'époque, où je partais en Chine pour recréer l'Institut Pasteur de Shanghai pour lutter contre cette épidémie. Et puis on a eu le Covid qui est arrivé donc il y a 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, enfin en tout cas en Chine, si vous voulez. Donc ça fait prendre conscience à l'ensemble du monde et bien sûr au monde industriel que les épidémies, c'était pas fini, qu'investir sur de nouveaux antibiotiques, si on n'avait pas fait parce qu'ils étaient mal payés, pas mal remboursés, c'était peut-être un vrai sujet, que d'avoir peu finalement d'industries s'intéressant aux vaccins. Bon, pendant longtemps en Europe, on a eu la chance d'avoir Sanofi et GlaxoSmithKline, qui étaient les leaders à l'époque et qui sont quand même battus, mais il y avait très peu de nouvelles sociétés de vaccins. Les investisseurs, moi j'ai été aussi dans ma vie venture capitaliste, et si vous voulez, quand il y avait des dossiers vaccins, bon, on ne s'y intéressait pas beaucoup, des dossiers antibiotiques encore moins, si vous voulez. Donc, c'était vraiment
l'esprit qui existait donc dans le monde de l'industrie, de l'investissement. La recherche était quand même sous-alimentée en matière de financement dans le domaine des infections, sauf à des endroits privilégiés comme l'Institut Pasteur qui est donc privé et qui pouvait recueillir des fonds pour développer. Mais si vous voulez, c'était quand même dans quelle situation? Alors, tout ça a été complètement bouleversé par l'arrivée de cette épidémie. Et moi, ayant vécu, comme je vous l'ai dit, depuis 50 ans, ce monde industriel avec quelques intermèdes dans la création d'entreprises en France et en Israël, d'intermèdes, donc financement dans le venture. Bon, si vous voulez, j'ai été complètement sidéré par la réaction de l'industrie. Je ne croyais pas que c'était possible, si vous voulez, enfin, ce qu'on a vu. Et je suis malade quand j'entends des réactions disant, mais l'industrie, etc. Bon, on ne sait pas ce qu'elle a fait, est-ce que c'est sérieux ce qu'elle a fait, etc. C'est très sérieux ce qu'elle a fait. Et non seulement que c'est sérieux, mais elle l'a fait de façon complètement inattendue, extraordinaire, formidable. Moi, je dis souvent, on devrait élever des statues à un certain nombre de scientifiques. On parlait de nos amis allemands d'origine turque, là, bon, c'est vraiment été incroyable. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Des entreprises, aussi bien des petites et des grosses entreprises. Moi, je ne croyais pas que c'était possible. Bon, par exemple, l'accélération du transfert d'innovation vers les patients. Enfin, bon, dans l'industrie biologique et pharmaceutique, c'était un cycle de 5 à 10 ans, et quand ce n'était pas 15 ans, si vous voulez. Là, on a eu des cycles, je vous donnerai quelques exemples concrets après, parce que je crois que personne ne s'en rend vraiment compte, et ayant vécu l'ancien temps et ce qui s'est passé, je peux faire des comparaisons, parce que j'étais directement impliqué. Bon, ça, c'est vraiment formidable. Il y a eu une multiplication des collaborations entre des gens qui ne collaboraient jamais. Moi, quand j'étais responsable des vaccins et du diagnostic à Sanofi, bon, Glaxo, on leur piquait les cadres. On n'allait pas collaborer avec eux. Là, le vaccin qui va sortir, je l'espère, je le crois, donc à la fin de l'année, de Sanofi, c'est une collaboration entre Sanofi et l'adjuvant de Glaxo. Donc, moi, j'aurais jamais cru ça possible, si vous voulez. Bon, donc ça, c'est extrêmement important. L'accélération des essais cliniques. Faire des essais cliniques en moins d'un an, dans le vaccin, ça vient des sociétés qui ont bien travaillé, ça vient des agences réglementaires qui ont complètement bouleversé leur méthode de travail, qui se sont mis vraiment à travailler, à traiter des résultats dès les premiers résultats obtenus, à ne pas attendre qu'un dossier complet en des milliers de pages soit déposé chez elles. Donc, elles ont pris les méthodes de travail des start-up, si vous voulez, les agences réglementaires aux États-Unis, en Europe aussi. La fabrication, quand on voit le nombre de sites de fabrication, alors global, intermédiaire, par étapes, qui ont été multipliés par Sanofi, par Pfizer, par Moderna et par d'autres, ça ne s'était jamais vu, y compris des décentralisations de fabrication vers les pays en voie de développement comme l'Afrique ou l'Asie ou l'Inde. Donc on n'avait jamais vu ça pour permettre justement de multiplier toutes les capacités. On en parlait tout à l'heure, un vaccin mRNA, c'est 150 composants. On en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité, si vous voulez. Il ne s'agit pas de développer un vaccin, il faut le fabriquer. Et le fabriquer en qualité à toutes les étapes, à l'étape intermédiaire ou à l'étape finale. Et puis, la flexibilité contre des prix de vente. Bon, alors au départ, ça n'a pas été toujours le cas, mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se fait, les dons, les prix privilégiés qui se font par les grosses entreprises et par les États qui achètent et qui le redonnent donc aux pays en tentant votre développement, c'est pas assez, mais ça s'accélère, ça devient considérable, heureusement, si vous voulez. Donc, des changements absolument invraisemblables dont on ne parle pas. On parle de ce qui ne marche pas, on ne parle pas de ce qui marche. Si ça n'avait pas été le cas, je peux vous dire qu'on ne serait peut-être pas là aujourd'hui comme quelqu'un qui l'a dit précédemment. Bon, moi, je voudrais simplement donner quelques exemples concrets que j'ai vécus, si vous voulez, pour que ça rentre dans la tête et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Bon, si l'on prend par exemple le cas des tests sérologiques ou des tests d'antigènes ou des tests moléculaires de virus. En 1983-85, j'ai eu la chance de diriger la joint venture entre Sanofi et l'Institut Pasteur, qui était notamment chargé de développer le test SIDA. On était deux. Il y avait Abbott aux États-Unis, à Chicago, et il y avait nous.
hein. Et on a mis, en bossant comme des dingues, moi je vous rassure, j'ai pas beaucoup dormi à l'époque, j'étais dans mon bureau à 4 heures du matin, attendant les résultats de la culture du virus, dont personne ne savait le produire. Et je vous assure que c'était un sacré problème, y compris un problème enfin, de sécurité pour les gens qui travaillaient dessus, et qui m'angoissaient, si vous voulez. On a mis 18 mois pour développer le produit. Et on a été vite, ça n'avait jamais été fait, si vous voulez. Même si beaucoup de gens ont dit que ça n'avait pas été assez vite à l'époque. Bon, eh bien, aujourd'hui, il y a eu, enfin, je n'ai pas fait le compte récemment, j'avais fait le compte au mois de juin, presque 100 sociétés dans le monde qui ont travaillé sur des tests sérologiques, sur des tests moléculaires, etc. Bon, et combien de temps on a mis 6 à 8 mois pour les développer et pour les faire approuver par l'FDA et par l'organisme européen. Donc, c'est ce qui a permis la mise en place d'aller aussi vite, de réagir aussi vite, si vous voulez. Et ça, personne ne s'en rend compte sur le vaccin. Bon, j'ai été aussi à la tête de l'équipe, enfin, de la société qui a développé un des premiers vaccins recombinants hépatite B, donc en 86, 87, etc. Bon, on a mis 5 ans. On était vachement contents, hein, parce que ça s'était jamais passé. Et pareil, on a bossé comme des dingues, parce que, bon, avant, le vaccin qui était à partir de plasma, c'était quand même un vrai problème. Bon, là, regardez, Moderna, pour citer un exemple, je crois que Christophe Bancel a décidé de se lancer en février. Donc 2020. Oui. Donc, et les premiers essais cliniques ont démarré en juillet, et le vaccin a été approuvé vers la fin de l'année, décembre, janvier, c'est si vous voulez. Bon. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, invraisemblable. Pfizer a fait pareil, il y en a d'autres qui ont fait pareil, et... Bon, alors, je n'ai pas fait le bilan non plus, mais aujourd'hui, il doit y avoir une trentaine de projets, et je crois qu'il y en a même beaucoup plus, enfin, au stade de développement, mais une trentaine de projets, ou une bonne vingtaine en tout cas, qui sont approuvés, soit près de en clinique avancée. Si vous. Donc, c'est vraiment une performance du monde, de l'industrie, depuis la recherche jusqu'au contrôle de qualité, qui est absolument invraisemblable. Dans le domaine des traitements, alors là, bon, c'est un peu moins brillant. Les traitements, c'est difficile. Les antiviraux, on a été déçus. Il y en a quand même qui arrivent maintenant, d'après les dernières nouvelles. Mais si on prend les anticorps monoclonaux, bon, il se trouve que dans le passé, j'ai beaucoup travaillé, notamment quand j'étais président de Selectis en thérapie cellulaire, on a beaucoup travaillé avec Regeneron. Bon, Regeneron a pris des anticorps qui existaient, il les a adaptés donc, à la neutralisation donc, du virus, parce que bon, c'est quand même nécessaire dans certaines situations, et ça sera toujours d'ailleurs nécessaire, même si le vaccin se développe encore plus. Eh bien, tout ça, ça a été fait en moins d'un an aussi, si vous voulez. Ça a été fait en moins d'un an. Donc, sont vraiment des performances absolument fantastiques. Bon, en parallèle avec la virologie, il y a le domaine des infections bactériennes donc associées. Vous savez que malheureusement, les gens ne meurent pas directement toujours, malheureusement, donc, du virus, mais meurent d'autres pathologies respiratoires ou autres, si vous voulez. Bon. Dans le domaine, donc, on a besoin d'antibiotiques et de bons antibiotiques. Et c'est vrai que c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un antibiotique pour les grammes plus. Je me trompe peut-être, je ne suis pas vraiment un spécialiste qui est sorti vraiment innovant, un nouveau principe actif depuis au moins 30 ans. Donc, si vous voulez, donc il est important de savoir très vite si la bactérie qui est responsable de l'infection associée peut être traitée par certains antibiotiques. Bon, au début de l'épidémie, il fallait, par les méthodes traditionnelles, je dirais en 2 jours et 3 jours, pour le savoir bien et pour cibler. Donc, on couvrait par un antibiotique à spectre large, développant des résistances donc, de plus en plus. Vous savez que dans certains pays, pour certains germes, on est à 40%, donc c'est quand même extrêmement grave, si vous voulez. Bien, aujourd'hui, en même temps, plusieurs sociétés, dont une d'ailleurs qui va être là, une table ronde, ont développé que des systèmes qui permettent de répondre à 90% des cas en 4 à 6 heures, si vous voulez, en 4 à 6 heures. Ce qui a permis de sauver beaucoup des gens. Une septicémie, si vous voulez, qui est maltraitée. Je vous rappelle que vous avez 8% de morts de plus par heure perdue, si vous voulez. Et une septicémie traitée en hôpital, ça coûte entre 20 et 30 000 euros, si vous voulez. Bon, c'est quand même un véritable problème. Donc voilà. Donc je voulais simplement parler de tout ça et vous dire qu'il faut applaudir l'industrie, applaudir la science, applaudir tous ces acteurs qui nous ont permis de faire face à cette épidémie. Merci. Merci beaucoup à tous.
de vous être exprimé. Je voulais juste rajouter un petit point, c'est-à-dire que je suis très fière, malgré tout, qu'en 3 ans, HTID est devenu un événement de référence en Europe. Et ceci, grâce aussi beaucoup à nos mécènes qui nous suivent depuis le début et toute l'équipe présente. Eric Falcan, qui est dans la salle, nous a aussi énormément soutenu. Enfin, je ne vais pas citer tout le monde, mais on a un soutien fort de nombreux acteurs, mais aussi un soutien fort maintenant des institutionnels. À 11h, le président Macron sera présent virtuellement pour ouvrir ces 2 journées où il va parler effectivement de l'agence ERA, etc. Et il nous invite demain à déjeuner à l'Élysée. Il invite les investisseurs étrangers majeurs qui sont présents ici pour les convaincre de se développer en France et en Europe. Donc, c'est une preuve que cet événement est maintenant reconnu par les grands institutionnels. Et nous aurons la chance d'avoir Agnès Pannier-Runacher en fin d'après-midi. Et demain, nous sommes reçus par Olivier Véran, ministère de la Santé. C'est-à-dire que tous les acteurs, à la fois de l'industrie, de la santé et du président de la République, ont conscience que HTID prend de plus en plus d'importance à Paris. Voilà. Alors maintenant, nous sommes tout à fait disposés à répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Jean-Marc, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Oui, bonjour, Nicolas Hudès pour le magazine Industrie Pharma. J'avais une première question pour Monsieur Bourret concernant l'implication des industriels dans les différents financements. Je voulais savoir comment vous aviez vu évoluer l'intérêt des industriels pour ce financement et quels étaient les freins encore existants pour une implication encore supérieure de ces acteurs. J'avais une question aussi pour Monsieur Deschamps. Par rapport à ce qui était annoncé au plan Innovation Santé 2030, comment on fait pour concilier l'ambition nationale d'être le leader, d'être le numéro 1 européen en bioproduction en France, avec une politique plus européenne et plus décentralisée, on va dire, d'organisation de la production européenne? Merci pour cette question. S'agissant de votre première question concernant la façon dont les industriels sont à la fois motivés et désireux de rejoindre des programmes de cette nature, je dirais que ça dépend de leurs orientations stratégiques et de leur positionnement stratégique dans la façon d'accéder à l'innovation avant toute chose, puisque je dirais que le premier moteur d'une telle décision, c'est l'accès à l'innovation. Évidemment, cette question de l'accès à l'innovation, elle peut être traitée de différentes manières. Soit les industriels sont en mesure de se connecter de façon extrêmement poreuse avec leurs propres écosystèmes, dans le pays, en France, en Europe et ou à l'international à travers leurs implantations territoriales. Et indépendamment de cette porosité relationnelle qu'ils ont avec les écosystèmes, c'est évidemment extrêmement guidé par leur vision stratégique, leurs enjeux, leurs attentes et leurs besoins stratégiques, évidemment. Donc vous avez, je ne sais pas si je peux citer des noms, mais des exemples qui sont vraiment très, très éloignés les uns des autres. Des entreprises qui, par exemple, n'ont pris la décision de ne plus avoir de recherche et développement interne et de ne pas avoir de bras investissement corporate venture, par exemple. Donc ces sociétés-là, elles n'ont qu'une seule façon d'agir sur l'écosystème, c'est de faire de l'acquisition directe en étant en veille permanente sur les opportunités d'accès à l'innovation qui répond à leurs objectifs stratégiques, de pouvoir engager des collaborations avec les startups et les PME innovantes du secteur qui les intéressent, d'investir en direct dans ces sociétés pour les aider à se développer rapidement et progressivement faire du développement, de la croissance entre guillemets, de la croissance externe en s'associant à des sociétés qui ont cette agilité que certains grands groupes industriels ont peut-être perdu, entre guillemets.
à l'opposé de ce modèle, vous avez des entreprises industrielles pharmaceutiques ou medical technology qui vont adresser, qui ont leur propre recherche et développement interne, des équipes de développement économique, de veille industrielle, de veille économique, qui sont par ailleurs dotés de bras investissement. Alors soit c'est un corporate venture fund qui est une structure d'investissement qui est sous l'influence positive de la roadmap stratégique de l'industriel, c'est-à-dire qu'ils ne feront des investissements que dans les secteurs stratégiques de l'entreprise, et ou d'autres qui ont la liberté d'agir pour investir dans des secteurs nouveaux qui ne constituent pas, au moment où cet investissement est réalisé, un axe stratégique de l'entreprise. Alors, prenons quelques exemples concrets. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts par les industriels en question. Mais dans des exemples très opposés, je vais peut-être citer l'entreprise dont je viens, qui est Sanofi, qui a un corporate venture arm qui s'appelle Sanofi Venture. C'est un bras d'investissement stratégique, donc ils font que de l'investissement stratégique. C'est le cas également de Leaps by Bayer, qui fait de l'investissement stratégique et sont centrés que sur les orientations stratégiques. À l'opposé, vous avez des acteurs comme Mérieux Equity Partner, qui est une société d'investissement du groupe Institut Mérieux, qui a la liberté d'investir dans des domaines qui sont hors scope d'Institut Mérieux. Donc là, vous avez un exemple concret où vous avez une liberté de ton et d'agir, évidemment. Et donc, évidemment, un programme comme celui-ci est censé répondre à plusieurs attentes. Soit l'acteur industriel veut rentrer dans le programme pour faire de l'open innovation et pouvoir accéder à des opportunités de collaboration avec des startups innovantes ou dans le domaine des biotechnologies, des technologies médicales ou du numérique en santé, sans forcément investir dans la société et laisser les VC investir dans ces sociétés ensemble. Mais du coup, ça intéresse quand même les VC, parce qu'avoir une collaboration avec un industriel et que les VC investissent dans la société, c'est un avantage important pour la société qui est investie. Je parle sous ton contrôle, Cédric, parce que la société, dans ce cas-là, la start-up qui est investie, elle a un gain compétitif majeur d'accès marché sur des pays où elle pourrait difficilement accéder. Et puis, elle est quand même guidée par l'industriel. Donc, du coup, elle est quand même tirée par le haut et par les investisseurs métiers d'un côté et par l'industriel de l'autre qui les guide dans leur trajectoire de développement économique et industriel. Donc, c'est un gros avantage compétitif. Donc, c'est purement collaboration R&D, Open Innovation Collaboration, notamment. Après, vous avez des acteurs qui vont plutôt faire du business développement, c'est-à-dire très concrètement vont souhaiter soit co-investir aux côtés des investisseurs métiers et permettre à l'entreprise née en France ou en Allemagne ou en Italie, mais qui n'a pas les capacités humaines et financières d'adresser un marché aux États-Unis ou un marché en Asie, au Japon ou à Taïwan, alors que l'industriel, lui, a cette présence géographique. Et donc, ça peut être intéressant de laisser la start-up agir sur tel territoire et, à travers un accord de licence exclusive, commercialiser le produit dans un autre pays. Évidemment, dans ce cas-là, c'est profitable et pour la start-up et pour les investisseurs métiers qui, évidemment, ils trouvent un gap de valorisation au moment de travailler leur sortie, au moment où ils souhaiteront sortir de l'investissement de la société. Donc, vous voyez, en résumé, c'est un peu complexe tout ça. Il y a tellement de situations et de cas de figure différents qu'un industriel va trouver son compte dans un tel programme sous différentes perspectives. Soit purement l'investissement direct, du co-investissement, de l'open innovation, de la collaboration R&D, de la collaboration industrielle, business développement. Mais je dirais que le point commun entre ces 5 façons d'agir, c'est l'accès à l'innovation. Parce que, vous l'avez compris, les startups sont beaucoup plus agiles, elles sont beaucoup plus aptes à prendre des risques que d'autres ne prendraient pas. Et donc, cette aversion et risque, elle est inhérente à beaucoup d'industriels, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Merci Jean-Marc. Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas français, donc je vais vous donner un avis qui est très personnel et qui ne représente pas un avis non plus du Conseil des régions européennes. Moi, je pense que c'est très important qu'un pays comme la France monte du leadership et génère une dynamique dans le domaine. Ce que nous voyons ensemble avec Jean-Marc et EIT Manufacturing dans le panorama, c'est que ce domaine est très, très, très morcelé à l'heure actuelle, d'un côté, et d'un autre côté, très dans les mains, comme on l'a dit, des investisseurs étrangers. Donc, avoir une dynamique, et on le voit également avec le PIEC qui est lancé, qui est une initiative française ici,
Mais tout d'un coup, on voit que certains pays, certaines régions sont en train entre guillemets, de se réveiller et de comprendre qu'il y a une opportunité. Donc, clairement, moi, je pense que c'est un excellent signal que la France donne en disant on veut réindustrialiser l'Europe, on veut reprendre le contrôle sur nos productions dans un domaine qui est un domaine d'avenir et qui a encore été extrêmement bien mis en évidence par la crise du Covid. Et on a besoin en Europe, vous le savez tous, que soit la France, soit l'Allemagne, soit les deux montrent l'exemple. La France, historiquement, on a parlé de Sanofi Pasteur, on pourrait parler de Mérieux, etc., est une région de bioproduction, est une région de vaccins, comme nous on le connaît aussi en Wallonie. Donc c'est très important qu'on puisse avoir ce leadership français dans le domaine qui peut vraiment tirer les autres régions et les autres pays et oui, réaliser de manière directe ou indirecte à discuter cette ambition européenne de pouvoir avoir de nouveau cette souveraineté, cette autonomie, cette résilience dans ce domaine d'avenir. Bonjour, Julie Wiersbicki, magazine pharmaceutique. Je voudrais juste savoir s'il était possible d'avoir la liste des 8 premiers fonds d'investissement qui ont rejoint le programme BCE et des 5 premiers industriels qui ont souscrit. Oui, bien sûr. On va dévoiler à 11h un communiqué de presse conjoint entre le Fonds d'investissement européen, la Commission européenne et EIT Health qui dévoilera le nom des 8 premiers VC sélectionnés. Alors, je peux les citer oralement puisque ça va être présenté dans 45 minutes. Donc, il s'agit de MTIP, qui est un fonds d'investissement basé en Suisse, qui adresse l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et qui veut faire du co-investissement cross-border européen, plutôt des investissements dans les sociétés plutôt matures. Donc, on appelle ça dans notre jargon later stage. Sur plutôt medtech thérapeutique. Ensuite, vous avez 2 fonds d'investissement français. Jato, qui est un des partenaires d'ailleurs de HTID, qui est un fonds de 535 millions d'euros plutôt thérapeutique, et puis un fonds d'Andera Partner qui est Biodiscovery 6, qui a été sélectionné, qui est un fonds franco-allemand de 450 millions d'euros, qui adresse principalement thérapeutique et puis un peu de diagnostic. Donc 2 fonds français. Ensuite, vous avez un fonds nordique basé à Stockholm qui s'appelle EIR en français Venture. Donc EIR Venture, qui est un fonds thérapeutique et un peu medtech. Un fonds de 90 millions d'euros. Ensuite, vous avez 2 fonds espagnols, qui est un fonds qui s'appelle Isios Capital, Isios Biofund 3, qui est un fonds émergent, une belle équipe, qui est un fonds de 216 millions d'euros. Et puis un deuxième fonds espagnol, plutôt MedTech Digital Health, incluant toute la partie Digital Therapeutics, qui s'appelle Asabis Partner, ASABYS Partner. Et puis enfin un fonds italien qui s'appelle Panacas Purple, qui est le fonds Panacas Purple Fund, qui est un fonds MedTech Digital Health, incluant la partie Diagnostics. Basé en Italie, c'est un fonds de 150 millions d'euros. Donc au total, ces 8 fonds agrégés pèsent 1,7 milliard d'euros de co-investissement disponibles, dans lesquels on a injecté 450 millions d'euros issus de la Commission européenne et des autres mandats du Fonds d'investissement européen et de la Banque européenne d'investissement dans ces 8 premiers fonds. Vous l'avez compris, on doit en sélectionner entre 15 et 20 d'ici fin décembre 2021 et ou fin juin 2022, en fonction du closing et de la vitesse à laquelle les industriels vont rentrer dans le programme. Pour une raison simple, c'est qu'à chaque fois qu'un industriel rentre dans le programme, comme souscripteur, sa participation financière de 5 millions d'euros est multipliée par 4 par la Commission européenne, et on utilise cette contribution pour recréer un effet, cette contribution financière est ensuite multipliée entre 5 et 10 fois par le Fonds d'investissement européen pour être investi dans les fonds sélectionnés. S'agissant des industriels, je ne peux malheureusement pas dévoiler les noms à ce stade. Les souscripteurs ayant désiré attendre que ce qu'on appelle dans notre jargon financier et juridique le PPM-SA, le Private Placement Memorandum Subscription Agreement, soit définitivement signé, ce qui est en cours après 6 mois de due diligence avec les principaux industriels qui sont effectivement au nom de 6. Je peux en dévoiler 2 parce qu'il y en a 2 qui viennent de signer, donc Alphabet Google, qui a décidé d'investir dans le programme, et Institut Mérieux, qui embarque dans son sillage BioMérieux et Mérieux Equity Partner. Les autres, je ne peux pas les mentionner à ce stade, puisqu'ils viennent d'achever le due diligence, ils sont en train de finaliser la signature de l'accord de souscription
Ça ne saurait tarder, malheureusement, au niveau des calendriers. J'étais très confiant pour pouvoir les dévoiler ce jour, mais pour des raisons légales, il faut attendre encore quelques jours, malheureusement. Et puis, il y en a d'autres qui ont exprimé une expression, enfin, nous ont émis une expression d'intérêt. Dans cette salle, il y en a quelques-uns, mais au total, il y a une quinzaine d'industriels qui sont en train d'explorer l'opportunité de rentrer dans le programme en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Irlande et en Italie. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Marie-Vonne, je propose de conclure avec vous, si vous êtes d'accord. Oui. Oui. Je tenais à vous remercier et remercier particulièrement les journalistes d'avoir participé nombreux à cette session d'information et d'introduction des HTID 2021. EIT Health, vous l'avez compris, est un partenaire clé pour Health Tech for Care. Et je souhaitais également indiquer le plaisir qu'on a eu de collaborer avec les fondateurs de ces Health Tech Innovation Days et puis les participants à cette introduction qui font partie du board des HTID. C'est un travail de fond énorme et donc je voudrais saluer l'équipe Health Tech for Care avant toute chose et les agences qui accompagnent Health Tech for Care dans l'organisation de cet événement qui est prestigieux, qui est géré de façon très pro, à l'image de ce qu'on peut attendre d'un événement international. Et j'en profite pour saluer mes équipes, bien entendu, EIT Health à Paris et en Allemagne, et mes collègues du Fonds d'investissement européen. Je vous laisse la parole, Marie-Vonne. Merci beaucoup, Jean-Marc, mais tu as tout dit. Donc, voilà. Donc merci pour votre présence et je vous souhaite aussi 2 jours, si vous restez avec nous, 2 jours d'échanges fructueux. Voilà. Et nous sommes vraiment, je répète que nous sommes vraiment ravis de la participation parce que déjà, à cette heure, je crois que plus de 1600 rendez-vous sont prévus pendant ces 2 jours. Donc c'est un vrai succès. Merci à vous tous.